il y a quelques années, même, enfin, ça doit faire maintenant plus 7 ou 8 ans, dans une note, j'avais indiqué au ministère que ce serait bon de créer, sinon un système de médiation, quelque chose qui y ressemble, précisément pour traiter ces questions-là qui étaient émergentes. Et donc à l'époque, on m'a dit, bon, ben, puisque vous l'avez proposé, faites. Et signe que le sujet est d'importance et que la mission est d'importance, vous avez été confirmé d'ailleurs. Madame Buzyn m'a confirmé. Alors, elle m'a demandé de préfigurer le système, mais elle m'a aussi demandé de continuer à traiter le stock de dossiers que les cabinets avaient, qui sont d'ailleurs, je dois dire, pas les dossiers les plus simples. Et souvent, c'est des dossiers de personnes qui sont en très grande difficulté depuis de très nombreuses années, ce qui est encore plus difficile à régler, parfois même impossible, avec des contentieux à l'ordre, au pénal, tribunal administratif, etc. Donc très difficile à régler. Ce qui me fait dire qu'il faut absolument qu'on travaille sur l'aspect préventif et sur la capacité dans les institutions à faire des diagnostics précoces, les plus précoces possibles. Et c'est vraiment l'un des enjeux du dispositif, c'est que on va voir et on va détailler le dispositif de médiation, parce qu'il y a un médiateur national aujourd'hui, demain il y aura un réseau de médiateurs régionaux et ce médiateur national, mais c'est un dispositif d'ensemble avec un observatoire aussi et avec un rapport annuel du médiateur qui aussi nourrira la connaissance pour ce triple étage qu'est la détection, la prévention et la répression, mais pour pouvoir agir, sinon on perd la bataille si on n'est pas sur les trois plans. Il y a donc une mission est de suivre certains cas, et l'autre mission c'est de mettre en place ce système national sur l'ensemble de la fonction publique hospitalière, hein, ça fait du monde. Et médico-social, ouais. Et puis pas que la fonction publique, puisqu'il y a aussi les contractuels, il y a les étudiants soins infirmiers, étudiants paramédicaux en général, internes, etc. 1,3 million de personnes. Oui, peut-être un peu plus. C'est un petit peu plus à peine un peu plus que l'éducation nationale, qui, elle, a un médiateur depuis un peu plus de 25 ans. L'hôpital, ça sera un peu le dernier secteur dans lequel en France, que ça existe dans d'autres pays depuis longtemps, dans lequel on va mettre en place cette fonction. Alors, elle va être mise en place avec un réseau de médiateurs régionaux. Qui vont être ces médiateurs régionaux et en quoi va consister leur action? Est-ce que vous pouvez nous détailler rapidement un peu ce dispositif? Bon, alors, il a été décidé que ce serait pas les 13 régions. Il y aura quelques interrégions. Donc, au total, ça fera une dizaine de personnes qui auront auprès d'eux une commission de 10 personnes à parité, dans laquelle je souhaite vraiment qu'il y ait une représentation des différentes familles de métiers, médecins, soignants, administratifs, techniques, cadres, etc., et un médecin du travail si possible, ou un psychologue du travail. Et puis ces gens seront formés. Les médiateurs, qui sont les médiateurs régionaux ou interrégionaux, seront nommés par la ministre sur proposition du médiateur national, et les commissions qui seront auprès d'eux, les membres de ces commissions seront nommés par les DG d'ARS sur proposition du médiateur régional. C'est-à-dire que les autorités de nomination ont un pouvoir, une compétence liée, comme on dit juridiquement. Ils ne peuvent pas nommer n'importe qui à leur discrétion. Ils sont liés par les propositions. Le profil, pour le moment, et ça c'est vrai que j'assume cette responsabilité, comme il faut, un des enjeux principaux, c'est d'installer le système de la médiation et de faire comprendre ce que c'est que la médiation. Je pourrais en dire un mot tout à l'heure parce que un peu quelques nuances par rapport à ce que vient de dire Bernard Granger. Il a été démontré d'expérience à travers les dossiers que j'ai traités que quand on a affaire à des pairs, les choses se passent beaucoup mieux, en tout cas plus facilement. Et donc les médiateurs régionaux et les membres des commissions, l'idée c'est
de proposer ça à des gens du milieu, d'expérience professionnels de santé, avec quatre grandes notions auxquelles ils répondront, et ça rejoint là ce que disait le professeur Granger: l'indépendance, la neutralité, la confidentialité, l'impartialité. Ça, c'est une chose, c'est ces médiateurs, c'est leur profil un petit peu. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont agir concrètement? Et vous le disiez, vous, et le professeur Granger le disait, on est tout de même face à des cas qui parfois traînent depuis des années, de cette vigilance confraternelle qui s'est dévoyée. Comment est-ce que, justement, on peut faire médiation là-dedans, sur ces cas assez enquistés, souvent? Oui, alors, pour les cas très anciens, je peux vous dire, d'expérience personnelle, c'est extrêmement difficile, voire parfois totalement impossible. Mais bon, difficile parce que parfois on y est arrivé. Donc, il ne faut pas partir avec des préjugés. La fonction du médiateur, c'est une écoute, et une écoute bienveillante, mais j'insisterai sur la notion d'indépendance, bien sûr, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépendance hiérarchique vis-à-vis de quiconque. C'est ce qui fait la différence avec un conciliateur interne qui est nommé par l'établissement et qui travaille dans son établissement. Ensuite, la confidentialité, qui localement parfois ne peut pas être garantie, mais surtout la neutralité. C'est-à-dire que neutralité, on a tendance à dire il doit rester à l'écart, etc., neutre, ou s'il connaît, ou si c'est son ancien établissement, il doit se déporter. Ça, oui, mais la neutralité, ça signifie, notamment par rapport à ce que vous disiez, le médiateur n'a pas à conseiller, c'est-à-dire à expliquer à un ou à l'autre des médiés, vous devriez faire comme ci, vous devriez faire comme ça, etc. Non. Sinon, il n'est plus dans la médiation. Donc cette question de la neutralité est absolument fondamentale. Et le problème, quand on a affaire à des professionnels, moi je peux en témoigner parce que quand j'ai de faire des médiations, on a un peu tendance à dire aux gens comment il faudrait faire parce qu'on aperçoit les solutions. Il faut se retenir, puisque l'enjeu de la médiation, c'est de retrouver, de faire retisser les liens qui sont rompus et de remettre une discussion, un dialogue entre là où il est rompu, entre des parties qui ont rompu ce dialogue, et de les amener à trouver eux-mêmes la solution. Avec une contractualisation, c'est-à-dire que le médiateur... À la sortie, il y a une contractualisation. Il y a une contractualisation et un suivi au bout d'un an pour voir si les objectifs du contrat sont bien tenus. Et avec, ce qui est important à préciser, le fait que la médiation intervient en deuxième recours. C'est-à-dire que d'abord, vous le dites, c'est la conciliation locale qui est privilégiée. Et si ça ne marche pas, on passe à la médiation régionale. Il y a un aspect très trivial et puis une autre dimension un peu théorique sur l'aspect trivial, si vous voulez. Je disais tout à l'heure en aparté à quelqu'un que, pour en avoir discuté avec le médiateur de l'éducation nationale qui est installé depuis longtemps, qui a une très forte expérience sur ce sujet-là, il traite entre 11 et 15 000 dossiers par an sur une population qui est à peu près égale, même légèrement inférieure à celle que nous aurons. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait des cas. Si vous ajoutez le phénomène d'appel d'air au début, on imagine qu'il y aura des cas. Donc il faut éviter que la médiation au niveau régional se trouve immédiatement submergé, parce que les moyens sont quand même limités. Il y a un médiateur et avec 10 personnes autour de lui. Et donc, ça c'est l'aspect un peu égoïste, trivial. On a dit il faut inviter les établissements, inciter les établissements à mettre en place en interne des dispositifs de conciliation qui n'ont pas les mêmes obligations ni la même déontologie que le médiateur, qui ne sont pas des médiateurs, mais qui sont un relais de conseil, d'écoute bienveillante, d'essayer de trouver une solution, une sortie, autant que faire se peut. Et donc, le décret, puisqu'il y aura un décret en Conseil d'État qui va installer tout ça, qui devrait sortir à la fin de l'année, prévoit que le médiateur régional ne peut être saisi par les différentes autorités ou par les parties concernées que
lorsque les voies locales ont été épuisées. On reviendra peut-être dans le temps des questions un peu sur les détails un peu du dispositif, mais ce qui est intéressant, et ça a été dit par vous deux, c'est que derrière ces cas, il y a aussi une réalité souterraine qui est celle du sens du travail, qui est celle de la condition du travail et des conditions du travail dans lesquelles l'on est, et la manière de repenser aussi ce travail. C'est pour ça qu'on parle de qualité de vie au travail. Et je voudrais qu'on en parle aussi un peu avec Paola Cristofalo, et d'autant que vous travaillez dessus, je l'ai dit, vous faites une formation là-dessus à l'EHESP de Rennes, et d'ailleurs depuis 2 ans, au sein de ces étudiants de Rennes, vous leur faites faire d'ailleurs des études, des sondages auprès de 80 établissements, surtout des CHU, sur la perception, la réception qu'ils ont de la QVT. Paola, qu'est-ce qui fait que cette question de la qualité de vie au travail reste encore aujourd'hui, et je répète un peu la question, si difficile à aborder, alors qu'il y a multiplication de baromètres, d'indicateurs, de dispositifs pour essayer de sonder la réalité de cette vie au travail? Alors, merci d'abord pour l'invitation. Et je pense que c'est impossible de faire une analyse en 2 minutes des difficultés propres à la thématique QVT. Et j'insisterai d'abord sur les flous qu'entoure encore cette notion de QVT et qui rendent plus difficile la mise en œuvre. Et ça, on le constate dans tous les travaux et toutes les observations dans les terrains. Chaque acteur interprète la QVT et les donne un sens différent. Donc, ça demande un travail précis de se mettre d'accord sur ce qu'on veut mettre derrière ça. Donc ça, je dirais, c'est une difficulté qu'on ne rencontre pas que les établissements de santé. Après, quant à l'efficacité des dispositifs existants, je pense que les guides, la diffusion des bonnes pratiques, les méthodes, bien qu'utiles, ne donnent que des points de repère. Car il n'existait pas une recette managériale qui permettrait de développer la QVT. Et donc, ce qu'on constate, c'est que très souvent, il y a un décalage entre l'importance reconnue à l'enjeu de la QVT, et tous les acteurs savent les enjeux qu'il y a derrière, mais les moyens qu'on se donne en la matière. Donc, ce décalage vient précisément du fait qu'on cherche ces recettes et qu'on veut des résultats rapides, et plutôt que de voir la QVT comme un cheminement, comme une démarche d'apprentissage de longue date et qui demande vraiment d'embarquer plusieurs acteurs. Et ce qui supposerait aussi d'accepter de faire des expérimentations, d'essuyer des échecs. Et chaque démarche QVT est unique et doit être adaptée aux configurations, aux particularités de chaque contexte, aux acteurs qui s'impliquent. Et je dis, c'est très divers, mais il y a une incontournable. Vous le dites, l'incontournable, c'est qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la mise en débat de la réalité du travail. Donc, j'entends par ça discuter sur les travails réels, les travails prescrits, l'essence du travail, les travails vécus, son contenu, l'organisation du travail. Alors, ce qu'on observe avec les élèves, quand on demande ce travail, de faire des notes d'étonnement, d'aller rencontrer les acteurs, c'est qu'il y a des actions qui sont engagées, mais que beaucoup d'entre elles passent à côté de ce qui est la question du travail. Quand on est à la recension des risques psychosociaux, qui c'est évidemment un aspect très, très important, hein, mais quand on installe une crèche ou un système de covoiturage, ces champs de mesures peut certes réellement améliorer la qualité des agents, mais cela ne touche pas à la réalité du travail et à sa transformation. Donc cette action sur des aspects plutôt périphériques de la réalité du travail conduit sans surprise à un résultat contraire. En fait, on sent qu'on investit beaucoup de moyens, des temps, mais on passe à côté de la cible. Et du coup, quand on arrive à ces constats, on a l'impression d'un gaspillage des temps, un risque de découragement chez ceux qui sont les plus investis,
voire quand ce n'est pas la démarche QVT en tant que telle qui est un peu décrédibilisée ou qui risque d'être décrédibilisée. Donc il me semble que cette manque de cohérence entre ces enjeux et les moyens et les actions qu'on met en pratique est à mon avis un des principaux problèmes. Et je dirais un deuxième, juste parce qu'il faut être... j'ai peu de temps, mais il me semble aussi qu'il y a une autre difficulté. Et on voit depuis 3 années qu'on mène ce type d'enquête et qu'il y a des démarches QVT qui sont de plus en plus formalisées. Et on voit pratiquement dans plus de la moitié des établissements qu'il y a une inscription de la politique QVT dans les projets d'établissement, dans les projets sociaux. Mais que la déclinaison, je le prononce mal, opérationnelle est très inégale. Et voire parfois qu'il n'y a pas des actions, et quand il y a des actions, ils ne sont pas suivis. Et je pense que la question du suivi est certes compliquée. On peut parler des heures, de la difficulté à construire des indicateurs sur voilà, une amélioration de la qualité de vie au travail. Mais face à ces difficultés, je pense que beaucoup des acteurs essayent d'éviter la question en construisant des indicateurs qui renvoient, qui ne correspondent pas au ressenti qu'ont les différents agents de cette qualité de vie au travail. Par exemple, on va mettre des indicateurs sur le nombre de plaquettes ou des livrets pour les nouveaux, accueillants, voilà, les nouveaux arrivés, pardon. Ou les nombres de réunions des groupes de travail. Mais en fait, comme on a passé à côté de l'aspect humain, à côté de l'aspect de la réalité du travail, en fait, ces types d'indicateurs, on les appelle des indicateurs pastèques. En fait, on dit ils apparaissent verts à l'extérieur, mais rouges à l'intérieur, en fait. Et les gens, ils ne s'identifient pas. Donc, ça renvoie à nouveau ces sentiments qu'il n'y a rien qui a été fait. Pourtant, il y a des choses qui ont été faites. Je dis juste une dernière chose, en fait, qu'on oublie assez souvent, ce qui ont montré tous les travaux, et que les sentiments individuels et collectifs d'amélioration de la qualité de vie au travail, parce que il y a un élément subjectif, vient, entre autres choses, de la possibilité de donner effectivement au personnel de s'exprimer et d'agir sur les contenus de leur travail. C'est cela ce qu'on appelle désempêcher les travail. Et c'est sur cela qu'il faudrait étudier l'impact de mesures prises en termes de qualité de vie au travail. L'idée, c'est donc, j'ai bien compris, on ne plaque pas des recettes et on essaie d'être opérationnel et on essaie de penser vraiment le travail et pas simplement penser tout ce qui est autour du travail. Alors, ça paraît facile à dire, hein, c'est plus compliqué à mettre en place, cette approche-là, parce qu'elle est plus longue, parce qu'elle est plus, elle est plus structurelle, bien évidemment. Quels sont je dirais, les axes clés qui définirait pour vous une action bien engagée sur le sujet? Je dirais aussi que c'est difficile parce qu'on n'est pas habitué à travailler aussi comme ça, hein, à creuser cette dimension-là. Et si je dois mentionner trois principes, je dirais que la règle de base, c'est de ne pas faire comme on fait souvent, de prendre la QVT comme un objectif en soi. En fait, même qu'alors, c'est un moyen d'amélioration de la qualité des soins. Et je pense que c'est autour de cela que tous les personnels peuvent les traiter. L'objectif, c'est la qualité des soins, mais on sait que la qualité des soins ne peut pas avoir lieu sans qualité de vie au travail. Régulièrement, il y a énormément de travaux scientifiques. Avant-hier, il y a un paru à JAMA, c'est le journal médical américain, dans lequel on montre la corrélation entre le nombre de médecins en burn-out et nombre des erreurs médicaux. Et je pense que pour travailler et pour se centrer sur ces qualités du travail, en fait, ces qualités de soins, les niveaux, pour moi, ce que je vois dans mes propres recherches les plus pertinentes, c'est les travails en équipe. Quand on travaille sur les travails en équipe, en fait, on touche à toutes les dimensions de la qualité de vie au travail, parce que ça implique travailler sur les différents rôles et responsabilités, sur les partages de sens du travail, sur les travails concrets. Et donc, pour moi, c'est les niveaux incontournables. Mais alors, 12e point,
de ces principes et que je les vois sur les différentes équipes que je suis, que j'observe, qui mènent un super travail en service, peu importe les services, c'est que parfois, ce travail immense qu'ils font et un peu ne tient pas sans soutien. Et en fait, pour moi, le deuxième principe de n'importe quelle démarche QVT, c'est dépenser presque tout d'abord, mis à part les incontournables, je disais, de travail, dépenser à ces soutiens à chaque niveau. Depuis les managers de proximité, dans le fait de faire vivre, d'améliorer le travail en équipe, en passant par les DRH les managers de proximité, intermédiaires en fait, qui soutient tout le monde se mobilise sur le sujet un peu, c'est vraiment l'idée. Et les directions, pas que la DRH, en fait, un soutien, c'est un soutien qui doit être institutionnel, financier et politique pour moi. Et que c'est chaud à niveau national aussi, parce que, une chose, parce que sinon je me sentirais mal à l'aise de ne pas le dire, c'est qu'on ne peut pas faire ces soutiens d'équipe quand on est soi-même prisonnier des injonctions paradoxales. Donc les acteurs de la qualité de vie au travail doivent avoir une latitude, et je reviens à ce qu'il disait avant les précédents intervenants, sur l'autonomie en fait, la capacité d'avoir une latitude et pas simplement supporter et gérer les contradictions du système. Tout à fait. Et dernière chose, un troisième point. Vous avez 30 secondes. Et pour moi, un des principes, c'est aussi de faire en sorte des promoteurs, parce qu'on voit dans les terrains, et peut-être là on va les voir, des promoteurs de la qualité de vie au travail qui soient repérables, qui deviennent des personnes pas spécialisées, mais des personnes ressources. Il faudrait faire en sorte que l'investissement sur ces terrains soit reconnu et valorisé dans la carrière professionnelle des sachants. Et pour moi, il faudrait montrer aux managers que s'intéresser à la QVT, ce n'est pas un travail en plus, mais une dimension centrale de leur mission comme de la stratégie de leur établissement. Je voudrais, merci. Je voudrais qu'on passe à la pratique de tout ce que vous venez de dire, parce qu'on en a un exemple qui reprend beaucoup de ces idées-là et de ces approches, et on va aller à Nice avec vous, Pauline Robineau. C'est très intéressant ce que vous avez mis en place. Parce que vous êtes a priori déjà le CHU de Nice, on se dit la QVT c'est vraiment l'affaire des riches, c'est-à-dire que c'est quand on est un hôpital plutôt à l'équilibre, on fait de la QVT, et quand on est un hôpital qui a des problèmes budgétaires, on a d'autres chats à fouetter. Et ben vous êtes dans des situations budgétaires compliquées, mais vous avez choisi néanmoins d'agir de manière très ambitieuse, très innovante et très participative sur le sujet. Vous avez mis en place une structure dédiée aux problématiques de conditions de vie au travail avec un COPIL auquel participe la direction générale et la CME, des groupes de travail qui agissent sur des thèmes donnés, qui élaborent, qui déploient des propositions. Alors il y a 3 groupes de travail, 15-20 personnes sur chaque groupe, et qui travaillent, alors il y a des médecins dedans, des cadres de santé, du personnel, et ils se répartissent sur 3 grands thèmes: l'égalité homme-femme, le télétravail et la prévention des risques psychosociaux, les fameux RPS. À l'arrivée, cette opération a été engagée, c'est un grand succès. Il y a de très nombreuses, à la fois une grande adhésion, et puis on ne va pas citer toutes les mesures un peu qui sont prises, mais c'est très impressionnante. Sur l'égalité homme-femme, il va y avoir la création de 2 salles d'allaitement, la mise en place d'une charte de télétravail qui va être faite pour faciliter le télétravail, le déploiement d'un dispositif Colombe de médiation de la prévention des RPS, et j'en passe encore, parce qu'il y en a encore beaucoup. Et je voulais savoir qu'est-ce qui a poussé un établissement comme le CHU de Nice à se positionner, à s'engager dans ce type de chantier aussi ambitieux et aussi participatif. Je dirais qu'il y a eu 2 choses. Et la première, et on a eu beaucoup de chance à Nice, mais je pense que c'est le cas dans d'autres établissements, c'est qu'il y avait une démarche qualité de vie au travail qui préexistait à la politique que nous, on a pu mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, on a, surfé sur des choses qui existaient déjà et sur des investissements qui avaient déjà fonctionné et qui avaient déjà mis en place un certain nombre de projets qu'on n'a pas le temps de citer, mais qui fonctionnaient déjà depuis plusieurs années. Donc, on avait cette chance d'avoir en fait des professionnels qui étaient déjà investis autour de cette démarche qualité de vie au travail. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'était
de structurer les choses, de les valoriser et de diffuser aussi ce qui pouvait se faire de façon un peu isolée dans les services de soins. Ça a été dit ce matin par Monsieur de Normandie qui a dit les gens du terrain sont intelligents. Mais c'est vrai, non seulement ils sont intelligents, mais en plus ils sont créatifs et pragmatiques. Et on voit que ce qui marche le mieux, c'est en fait ce qui vient de la base des idées même des agents qui ont envie de s'investir ou envie de porter des projets. Donc on est vraiment parti de ça. On s'est dit ça existe déjà, à nous de faire en sorte que ça se pérennise déjà et puis que tout le monde puisse en profiter et qu'on élargisse cette démarche et qu'on en fasse vraiment une politique institutionnelle. C'est ce qu'on a fait à travers la mise en place, comme vous l'avez dit, d'un copil, mais l'idée étant qu'il y ait toujours une bonne interaction entre ce qui vient du haut, je dirais, de l'institution et ce qui vient du bas, à travers ce qui vient plutôt du terrain, via notamment ces groupes de volontaires qui s'étaient constitués de façon un peu spontanée. Donc on a conservé ces groupes qui donc préexistaient. On a rajouté une structuration un peu méthodologique de façon à pouvoir avancer facilement et pouvoir aussi les aider dans l'accompagnement de ces projets-là qui sont parfois difficiles à monter. Et aujourd'hui, on a une structure qui est assez complète avec à la fois une politique institutionnelle qui est claire, qui est affichée, avec un storytelling, comme on l'a dit, mais j'y reviendrai tout à l'heure, et puis des projets qui sont proposés, portés et déployés par des agents volontaires. Et effectivement, des groupes de travail qui sont aussi là constitués de personnes bénévoles pour le faire. Donc ça, c'est la première chose, je dirais un terreau préexistant et sur lequel on a beaucoup pu s'appuyer. Et puis la deuxième chose, c'est que, vous le disiez, on est dans un contexte comme beaucoup d'hôpitaux de transformation de notre établissement et on a voulu que la performance économique, qui est un des objectifs, soit corrélée, mais directement corrélée à une notion de performance sociale. Et donc on a décidé que ce plan de transformation intégrerait directement la QVT et que ce ne serait pas seulement une mesure d'accompagnement ou une mesure qui tend à faire passer d'autres réformes qui sont un peu plus difficiles parfois à expliquer, mais qui serait vraiment partie prenante de ça. Et donc dans tous les projets qu'on mène, on a un aspect de performance économique doublé toujours d'un aspect de performance sociale. Et je pense que c'est ce qui a permis de faire prendre en fait cette démarche, quelque chose qui préexistait, doublé d'un formalisme peut-être un peu plus affiché, avec une véritable adhésion à ce programme-là de la part de tout l'établissement. Quelle a été justement l'adhésion à la fois des premiers concernés, que sont les personnels, et aussi les syndicats, parce qu'ils ont aussi leur mot à dire sur ces sujets-là, a priori? Ces réactions-là, elles sont toutes positives, de façon unanime. Je ferai peut-être une toute petite nuance pour certains syndicats, mais globalement, les réactions, elles sont positives parce que c'est pas qu'un message qu'on affiche, c'est vraiment des projets qui se mettent en place. Vous en avez cité quelques-uns, mais je pourrais en parler pendant longtemps. On en a au moins des dizaines d'autres qui fonctionnent depuis des années, des ateliers bien-être avec des gens qui vont faire des ateliers dans les services, qui mettent au service qui mettent à disposition leurs talents ou leurs autres formations en dehors de l'hôpital. On a des tours opérateurs, on a des projets de végétalisation de l'hôpital. Enfin, j'en passe et des meilleurs, on a beaucoup de choses qui se voient, qui peuvent changer le quotidien. Alors, vous parliez tout à l'heure, Madame Cristofalo, de projets qui sont un peu périphériques au travail. C'est vrai, on reste sur de la périphérie du travail, mais néanmoins, ça permet de redonner du sens et surtout, ça permet de recréer en fait un collectif parce que on voit que les gens se connaissent mal, que, comme on disait ce matin, on travaille en collectif, mais qu'il n'y a pas vraiment de collectif de travail, et que c'est difficile de faire travailler les gens ensemble. Or là, vous avez des gens qui s'investissent volontairement, qui proposent leurs services à d'autres, et c'est ça aussi qui permet de recréer un collectif et de redonner un sens. Et finalement, ça leur a permis de se réapproprier l'hôpital et de s'approprier tout court la démarche QVT que nous, on a proposée. Donc l'adhésion, elle a été unanime, c'est clair. Les syndicats, je pense qu'ils ont été pour beaucoup partie prenante, et puis pour d'autres, peut-être étonnée un peu de la façon dont on menait ce projet-là, parce que, comme je vous le disais, l'enthousiasme a été assez important. Même nous, on a trouvé que cet engouement était était inattendu au regard de ce que nous, on avait pu projeter. Merci en tous les cas beaucoup. C'est un beau message, après tout ce qu'on entend, de positivité. J'aime pas du tout ce terme-là, mais dans l'approche. Je voudrais voir juste avec vous, avant qu'on prenne la question dans la salle, Daniel Toupillier, un dernier point concernant un peu les managers de santé eux-mêmes dans cette histoire-là. On parle beaucoup des
des médecins, mais les managers de santé eux aussi vivent ces difficultés de stress, de pression très fortement. Et le CNG est là pour les écouter, est là pour les accompagner. Vous avez d'ailleurs essayé de cartographier un peu les états de ce mal-être des managers de santé. Qu'est-ce que dit un peu cette cartographie sur ce qu'ils ressentent de tendu, de difficile un peu dans leur vie et dans leur rythme de travail? Merci beaucoup. Merci à Jérémy Séché et à son équipe. Bonjour à Françoise Calme, au directeur et médecin présent dans la salle. Alors, je vais vous rendre compte de travaux que nous avons menés, puisque nous avons la particularité au champ national d'avoir une commission des conditions de travail qui a été créée en octobre 2016 pour les directeurs. Elle n'existe pas pour les hôpitaux universitaires, elle n'existe pas pour les praticiens. Ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas de commission, nous ne devions rien faire, hein. Donc je le dis parce que c'est important. Et les travaux que nous avons menés dans un timing très serré avec les directeurs, puisque nous avons considéré collectivement qu'il y avait une situation d'urgence. Alors vous avez demandé finalement, est-ce que les choses se sont révélées? Est-ce qu'elles sont plus amplifiées qu'avant? Elles se révèlent plus qu'avant. Je crois que c'est un point majeur de l'observation qui est la nôtre. Alors, nous sommes partis d'une cartographie très clairement identifiée, travaux de M. Golac et Bouvier, et nous avons donc 6 catégories de risques qui sont aujourd'hui identifiées. Et nous avons essayé, à travers cette cartographie des 6 grands risques, des 6 grands domaines de risque, de voir quelle était la situation concrète. Observer, c'est un travail qui a été piloté par le CNG, qui se fait bien sûr en lien étroit avec la DGOS, ministère de la Santé, la Direction générale de la cohésion sociale, puisque nous avons des directeurs aussi médico-sociaux et du secteur social, et avec les organisations syndicales de directeurs. Et finalement, on a confronté nos regards entre ce que nous observons dans la gestion des hommes et des femmes que nous accompagnons professionnellement et ce que les organisations syndicales remontent aussi. Alors je crois que c'est intéressant parce qu'on va voir que finalement on arrive à faire un peu une synthèse des éléments qui ont été développés tout à l'heure. Alors au titre de l'exigence de travail, je vais donner juste les principales parce qu'il y en a d'autres qui sont plus mineures, mais même si elles restent importantes. L'absence de stratégie partagée, voire parfois l'absence de stratégie, qui laisse un peu le bateau ivre, on ne sait pas où on va. La responsabilité de plus en plus étendue sur des périmètres de plus en plus larges, notamment l'élargissement au territoire, qui démultiplie finalement les objectifs exigeants, démultiplie le nombre d'instances, démultiplie le transport. Donc la gestion oppressante du temps, c'est ce qu'ils nous disent. La généralisation des technologies numériques et de l'information, finalement réactivité permanente obligée et incapacité à déconnecter souvent. Le risque accru de procédures judiciaires et de poursuites judiciaires. Deuxième volet, c'est l'exigence émotionnelle, l'isolement d'exercice chez les directeurs, particulièrement ceux du champ médico-social, mais même nous observons, et peut-être un peu plus marqué aujourd'hui, sur les équipes très étoffées, l'isolement exprimé par des chefs d'établissement, quand bien même ils ont une équipe solide et solidaire. Parce qu'ils ont un devoir, ils se sentent un devoir de protection vis-à-vis de leurs collaborateurs. Ils ne peuvent pas tout dire pour ne pas les mettre en insécurité. La confiance parfois excessive en soi, qui est observée. Finalement, on croit qu'on peut faire face toujours, tout le temps et jusqu'au bout. Et puis, on a de la pudeur, voire de la peur à dire que l'on ne va pas bien ou que l'on va mal. La charge également pour maintenir à tout prix un climat social qui n'est pas toujours serein, qui se dégrade. Donc on est au champ des préventions et gestion des risques. L'autonomie, la marge de manœuvre qui a été largement évoquée, des délégations trop importantes qui insécurisent, des délégations trop restreintes qui finalement font perdre et déconsidérer la personne. L'hypercentralisation des décisions, le chef, parfois des marges de manœuvre inexistantes, l'absence qui condamne, l'absence de créativité et d'innovation. Quatrième élément, le rapport au travail, des réformes sans grande concertation, sans dispositif d'accompagnement suffisant. C'est vrai, c'est parfois reproché de l'État vis-à-vis des chefs vis-à-vis des adjoints, que nous soyons dans les chefs administratifs ou les chefs médicaux. Défaut d'organisation et d'animation d'équipe. Le poids des réseaux sociaux et des médias, ça c'est très nouveau, parce que c'était beaucoup moins visible dans une période, il y a 5 ans, on entendait peu cet élément, mais aujourd'hui il remonte assez volontiers de la part des directeurs d'établissement. La méconnaissance, voire
la disqualification ressentie par des directeurs adjoints qui sont sur des domaines fonctionnels, voire des chefs d'établissement vis-à-vis des autorités d'État, parce que c'est une fonction majeure, c'est l'équilibre financier, donc ce sont les finances qui vont primer éventuellement sur d'autres secteurs d'activité. Le conflit de valeurs, très porté également, le travail qui est réalisé, mais il n'est pas conforme ni aux convictions totalement, ni aux valeurs. Le travail trop souvent dans l'urgence, d'où le sentiment parfois d'un travail qui est incomplet, voire bâclé. Et le dernier point, la sécurité socio-économique, du fait des restructurations et des réorganisations, vers où on va, quel est notre avenir. Le risque de changement qui n'est pas maîtrisé dans les conditions de travail, qui s'alourdissent, l'accompagnement au changement qui est limité ou insuffisant, et l'absence de considération des facteurs familiaux lorsque l'on est en situation de mobilité, soit voulue, soit éventuellement un peu imposée. En une minute, pour qu'on laisse un peu de temps à la salle pour échanger avec vous, qu'est-ce qui est dans les dispositifs d'accompagnement du CNG? Ils sont nombreux, les ateliers de co-développement, le coaching. Qu'est-ce qui est le plus, aujourd'hui, pour vous, pertinent pour répondre à ces problématiques de mal-être au travail? Alors, j'ai essayé de réfléchir à la question depuis que nous sommes contactés pour essayer de faire la synthèse finalement des attentes qui sont exprimées. Vous l'avez dit, donner du sens. Donner du sens, faire confiance, avoir confiance et être en confiance, je crois que c'est important. Faire le pari de l'autonomie, vous avez soulevé les uns et les autres, l'autonomie et la délégation. Finalement, donner des marges de manœuvre et permettre que l'intelligence collective soit particulièrement mobilisée. S'inscrire dans un management éthique et responsable. On a fait d'ailleurs une charte de l'éthique et de la responsabilité avec les directeurs. Soutenir les managers par la formation, c'est le cas de l'EHESP, de la NFH et d'autres organismes. Développer les outils d'éclairage, d'observation, d'analyse, c'est le cas des observatoires nationaux, des préventions, c'est le cas de la conciliation et médiation que je salue, parce que je crois que c'est un événement très important dans nos vies institutionnelles. Et puis le rôle du CNG qui est très attendu aussi sur le repérage des potentiels, le développement des potentiels, le repérage et le développement des hauts potentiels pour les postes d'autres responsabilités, mais surtout l'accompagnement des managers face aux grands bouleversements des réformes qui sont annoncées. Donc l'accompagnement collectif et l'accompagnement individuel. L'accompagnement individuel, nous sommes sur le champ du coaching. Je répondrai aux questions s'il y avait éventuellement des souhaits, mais l'accompagnement collectif, nous avons des groupes de pairs et des groupes mixtes. Nous sommes les synthétiseurs entre le monde administratif et médical. Et vous m'avez dit, et c'est très juste, que les ateliers collectifs, ils ont une grande vertu, c'est qu'ils déculpabilisent beaucoup aussi. Voilà. Parce que le regard du groupe vous dit que vous avez le droit d'essayer, vous avez le droit de vous tromper aussi. Voilà. Et c'est un aspect important. Je voudrais qu'on prenne des questions dans la salle à nos différents intervenants sur les quelques minutes qui nous restent. Remarques aussi, témoignages aussi, questions aussi. À Édouard Couty, au professeur Granger, à Paola. Oui, madame. Oui, monsieur. Oui, Jérémy. Alors, qui commence? Madame. Bonjour, Florence Kivigère, je suis... Oui, bien sûr, pardon. Je suis directrice d'un établissement de psychiatrie en Haute-Savoie et puis membre de la cellule d'écoute sur les risques psychosociaux au SMPS. Donc je peux témoigner, en effet, pour souscrire aux propos de Daniel Toupillier, qu'il y a des situations aussi au sein de nos professions de managers publics de santé absolument très difficiles de souffrance au travail. Et notamment, je voulais citer nos collègues du médico-social et dans des zones parfois périphériques où c'est très compliqué d'assumer 2, 3, 4 intérims parce qu'ils sont demandés par l'ARS et que les ressources qu'on peut mettre en place, ne serait-ce qu'en guidance, nous, dans la cellule d'écoute, sont limitées aussi. Moi, j'ai le souvenir d'une collègue à qui je disais, je crois qu'il faut que tu parles à un professionnel psychologue ou autre. Elle me dit, mais je ne peux pas, je suis à 3/4 d'heure de la première ressource de ce type. Donc moi, je voulais formuler une hypothèse, c'est que c'est l'institution globale de l'hôpital qui est peut-être malade et en burn-out elle-même, et qu'on est peut-être les uns ou les autres frappés par cette phase de la dépersonnalisation, et nous-mêmes à être maltraitants sans le vouloir, mais malheureusement ça peut arriver, ça tend les rapports de travail. Donc je pense en effet que le collectif est notre seule planche de salut,
et surtout ne pas se replier sur les identités corporatistes. Et puis je voulais formuler aussi 2 suggestions. On a longtemps parlé d'un service de santé au travail pour les professions qui sont gérées nationalement. Qu'en est-il? Parce que c'est parfois difficile de parler aux médecins du travail de son établissement. Et donc ça, c'est une grosse attente. Je ne sais pas si ça fait partie du maillage de la médiation nationale. Et puis que le sujet de la qualité de vie au travail, des risques psychosociaux, soit partagé au sein des GHT, parce que c'est vrai que le CNG fait beaucoup de choses, j'en témoigne, mais c'est loin parfois. Et ça peut très bien être un sujet partagé, obligatoire, à travailler au sein des GHT, mettre en place des analyses de la pratique professionnelle, peut-être faire des médiations croisées ou des conciliation croisée pour éviter d'avoir à parler dans son propre établissement où l'omerta, parfois, est réelle. Monsieur, peut-être pour compléter. Oui, Guillaume Vasmer, directeur du groupe hospitalier Nord-Essonne. Je suis très sensible à ce que vient de dire Florence Kivigère. Évidemment, c'est vrai que l'hôpital est un monde qui a longtemps été très fermé sur lui-même, qui est aussi très hiérarchisé et où ont pu avoir lieu un certain nombre de comportements indignes dans une omerta générale. De ce point de vue-là, la mise en place de dispositifs de conciliation et de médiation, la libération de la parole, sont vraiment une excellente chose dont il faut tous se réjouir. Pour autant, il ne faudrait pas passer d'un extrême à un autre extrême. Par là, je veux dire que j'ai été assez rassuré par les propos que j'ai entendus autour de la table sur la façon dont allaient se dérouler les règles de saisine, la professionnalisation de cette médiation, un certain nombre de choses comme ça, parce qu'on est dans un moment, dans une séquence, qu'on le veuille ou pas, de raréfaction des ressources, qui amène un certain nombre de gens à dire non. Il ne faudrait surtout pas laisser penser, en libérant la parole, que tout manager est un harceleur potentiel et que tout manager est un harcelé potentiel. Ça va de soi, bien évidemment, mais on a parfois un excès inverse qui pourrait avoir tendance à s'installer, qui est que quand on dit non 2 ou 3 fois à une personne, elle peut penser que par des voies de recours, par des voies de médiation, elle peut avoir une deuxième chance d'obtenir ce qu'elle n'a pas obtenu par les voies internes. Donc évidemment, par rapport à l'enjeu en question et aux risques et aux situations extrêmement douloureuses qu'on a pu avoir dans le passé, c'est tout à fait justifié, il faut juste savoir l'encadrer. Oui, un mot rapide, M. Gauthier et M. Granger. Excusez-moi. Juste un mot, parce que sur ce que vous avez dit là, il ne faudrait pas arriver au fait qu'une personne qui n'a pas obtenu localement ce qu'elle voulait l'obtienne par une médiation externe. Alors je voudrais rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure sur le principe de neutralité. Le médiateur, les médiateurs régionaux, y compris le médiateur national, seront formés, certifiés. Le médiateur, dans l'exercice de la médiation, ne peut pas être le conseil de l'une ou de l'autre partie. Il peut y avoir des médiations qui concernent 2 ou 3 parties ou plus. Il ne peut pas, en aucun cas, être conseil d'une des parties à la médiation. Deuxièmement, ce n'est pas un juge ni un arbitre, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre la décision à la place de ceux qui doivent la prendre. J'ai pu observer dans la pratique précédente que dans certains cas d'espèce difficiles, compliqués, les parties en présence, et notamment les directions d'établissement, avaient un a priori considérant que la médiation, c'était une forme d'ingérence dans l'établissement. Donc là, on a un effort de pédagogie à faire qui est un effort énorme de pédagogie pour expliquer ce que n'est pas la médiation et ce qu'elle est. Et donc, il y aura une charte de la médiation à l'hôpital qui va être annexée après la publication du décret au décret, qui va expliquer ça. Elle sera, le ministère s'y est engagé, elle sera concertée. Donc il y aura un premier projet, puis après il y aura des concertations avec tous les partenaires, et puis on arrêtera cette charte. Ça sera la règle de fonctionnement, puisque tout système de médiation, en Europe en tout cas, a une charte. Donc il faudra que la médiation à l'hôpital en ait une. Et ce point-là, dont je mesure bien que c'est un point extrêmement sensible, on parlait tout à l'heure des sanctions, le médiateur, il n'a aucun pouvoir, et surtout pas celui de sanction. Donc il ne faut pas mélanger les genres. Il n'a pas non plus une fonction de faire un audit. Il est là juste pour
permettre à des gens qui ne se parlent pas de se parler et de construire eux-mêmes la solution à leurs problèmes. C'est le facilitateur, ce n'est pas l'inquisition. Absolument. Monsieur Granger, d'un mot. Oui, merci beaucoup. Donc je rejoins tout à fait ce que vous dites. Et d'ailleurs, toutes les questions de souffrance au travail, de perte de sens, de travail empêché, ce sont des notions que les sociologues et les psychopathologues du travail retrouvent partout, dans tous les domaines. Donc il y a une réflexion. Actuellement, on sent bien que c'est un des sujets majeurs de notre société et de l'organisation du travail. Et l'hôpital en est un exemple particulier, parce que nos missions sont particulières, mais malheureusement, il n'échappe pas à cette règle générale. Alors, pour revenir à ce que vous disiez, monsieur, quand j'ai été invité par le SMPS, et tout à l'heure, d'ailleurs, je voulais parler de Guy Collet et non pas de Lionel Collet, je crois que je me suis trompé sur votre prénom. C'est vous que je voulais remercier, bien entendu. Je me suis dit, ça va être un peu délicat parce que l'association a pu être vécue à tort comme une espèce d'association qui n'en veut que procureur contre les directeurs. Pas du tout. Même si dans l'affaire de Jean-Louis Ménien, on a mis l'accent sur des comportements de médecins et des comportements de dirigeants hospitaliers. Le directeur a une responsabilité particulière dans ce domaine, de par les textes, de par sa fonction de chef d'établissement, mais il a justement la responsabilité qu'il n'y ait pas de harcèlement dans son établissement. Hier, j'ai appris, comme vous, que la directrice générale du CHU d'Angers, je crois, avait fait un article 40 pour signaler un harcèlement sexuel de la part d'un chirurgien de son établissement. Mais là, elle est parfaitement dans son rôle. Après, bon, l'affaire a l'air évidemment, comme toujours, plus complexe qu'elle n'est. Mais vous avez raison, le danger, c'est le trop de harcèlement. C'est-à-dire, vous croisez quelqu'un, vous ne lui dites pas bonjour, il va dire, ça y est, le directeur me harcèle ou le chef de service me harcèle. J'ai beaucoup insisté dans le cours que j'ai fait aux étudiants en première année d'études de santé, mais aussi au sein de l'association, sur tout ce qui est le faux harcèlement. Et le faux harcèlement, il y a 4 catégories, c'est très simple. Il y a d'abord la victimisation, c'est-à-dire si vous n'obtenez pas ce que vous avez demandé, ça peut arriver dans la vie qu'on n'obtienne pas ce qu'on a demandé, ce n'est pas du harcèlement. Le harcèlement, il y a une définition qui est très précise dans le code pénal. Donc il y a la victimisation, il y a l'instrumentalisation. Un syndicat va utiliser un cas en disant c'est du harcèlement, c'est affreux, il faut dégommer le chef de service ou telle autre personne ayant des responsabilités dans l'hôpital. Donc l'instrumentalisation. Il y a les cas délirants de paranoïaques qui s'estiment persécutés alors qu'ils ne le sont pas. Et il y a un phénomène plus subtil, 4e cas de faux harcèlement, c'est le harceleur harcelé. C'est-à-dire quelqu'un arrive dans un établissement, il est nouveau, il s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne vont pas trop bien, il essaie que la loi soit respectée, par exemple, ou que certains avantages qu'il estime indus ne soient pas poursuivis. Et pour se débarrasser de lui, on va monter un truc en disant « ce monsieur nous harcèle ». Et il y a des cas très précis de ce harceleur harcelé. Pour se débarrasser de quelqu'un, on le fait passer pour un harceleur. Donc quand vous arrivez à repérer ces 4 cas de faux harcèlement, et moi ça m'est arrivé de recevoir des personnes, et je leur ai dit mais non, c'est pas du harcèlement, c'est pas du harcèlement, je suis désolé, mais c'est pas du harcèlement. Donc c'est un terme, je dirais trop de harcèlement tue le harcèlement, parce qu'à force de le galvauder, les vrais cas de harcèlement risquent de ne plus être pris c'est aussi au sérieux. Au détriment des vrais cas de harcèlement que la chose se joue. Très rapidement. Une minute pour répondre à Florence Kiviger. D'une part, en ce qui concerne le service de santé national, de santé au travail national, ou interrégional ou régional, les commissions médicales nationales. C'est un sujet qui a été porté par toutes les organisations syndicales de directeurs depuis 2011, mais également par toutes les organisations syndicales de praticiens hospitaliers, d'avoir un regroupement national, voire interrégional, toujours guidé potentiellement sous le pilotage du CNG,
Nous n'avons pas avancé sur ce point, puisqu'il faut des réglementations très importantes et il faut des modifications à la fois législatives et réglementaires pour porter un sujet de cette nature. Mais le sujet reste en débat et il fait partie des accords passés avec les organisations syndicales. Deuxième point et dernier, en ce qui concerne la proximité, l'accompagnement à la proximité, c'est vrai qu'il peut y avoir des établissements qui vont mal, des équipes qui vont mal, et que le CNG a une petite taille, il ne peut pas tout faire, et qu'il est très important d'aller sur le terrain. Nous avons eu la labellisation pour être établissement de référence. Nous venons de mettre au point un cahier des charges à destination de tous les établissements qui auraient besoin d'accompagnement de type collectif, d'équipe ou d'établissement, de telle manière que nous puissions aider les directeurs, chefs d'établissement, présidents de CME, responsables institutionnels. En appui, vous aurez un expert du CNG qui viendra vous aider, vous guider dans le travail, parce que ce sont des subtilités extrêmement grandes et il faut savoir choisir les sociétés opportunes. C'est ça aussi, travailler de manière collective. Jérémy Séché, je vais dire un petit mot peut-être avant. Oui, merci. Donc c'est pas une question, et la question que je voulais aborder a été posée par Florence et je l'en remercie. Juste 4 petits points extrêmement rapides. Tout d'abord, remercier les intervenants de cette table ronde qui ont accepté d'intervenir sur un sujet qui est un sujet quand même extrêmement complexe, extrêmement sensible. Remercier le professeur Granger, puisque je crois qu'on se l'est dit tout à l'heure en off, mais il faut aussi le dire sur le mode on. C'est important de pouvoir dialoguer pour apprécier les nuances respectives des positionnements, des points de vue, et je pense que de ce point de vue-là, aujourd'hui, nous avons progressé collectivement et je vous en remercie. Le troisième petit point a été évoqué par Florence et vraiment, Daniel, merci de ta réponse, mais j'insiste. S'il y a un point commun extrêmement fort aujourd'hui entre les communautés médicales et les cadres de direction, c'est cette incapacité, en cas de difficulté individuelle, à pouvoir se retourner vers une structure préidentifiée, professionnalisée, en proximité. Alors le syndicat est là pour ça, on le fait beaucoup pour les cadres de direction, la ligne de management, mais ce sujet est extrêmement important puisque par hypothèse, que l'on soit un médecin aux responsabilités ou que l'on soit un cadre de direction notamment, c'est encore un petit peu différent pour le reste de la ligne de management. On ne va pas voir le médecin du travail de son établissement, on ne va pas voir la psychologue du travail. Ça n'existe pas. Il faut inventer quelque chose et merci de ta réponse. La dernière dimension, pour être extrêmement rapide, tu l'as abordé, je voudrais mettre le focus dessus. L'exercice territorial, l'exercice multisite. Chacun a l'expérience du management d'une structure. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments c'est intense, il y a des moments c'est un petit peu moins intense dans chaque établissement. Quand on a 4 établissements ou 5 établissements, on est en situation de management où c'est intense tout le temps. Tout le temps. C'est une caractéristique nouvelle depuis 5 ans et extrêmement forte de l'exercice des cadres de direction et des managers qui sont sur un format multisite. Et ceci doit être pris en compte sous un format ou sous un autre. Et je le disais ce matin, cela nous interroge sur ce qu'il faut mettre en place, centre national de gestion, organisation syndicale, organisation professionnelle, de directeurs, de médecins, de cadres, parce que là, vraiment, le monde est en train de changer, les conditions d'exercice sont en train de changer, il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Je ne vais pas plus loin, je voulais insister sur ces dimensions. Merci beaucoup Jérémy, merci aux 5 intervenants qu'on peut applaudir bien fort.